Bienvenue à ce premier numéro de notre émission, la vôtre, intitulée « Regard sur la Fondation Famille Guettler ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La Fondation Famille Guettler est l'une des formations caritatives la plus importante en République démocratique du Congo, ayant un budget annuel de 5 millions de dollars américains. Elle porte le nom de son fondateur qui est Dan Guettler. Dan Guettler est en effet conseiller du groupe Fleurette implanté en RDC depuis 2006. Le groupe Fleurette est engagé en RDC dans un partenariat multisectoriel responsable à plus d'un titre porteur pour l'avenir de populations congolaises. Si chaque entreprise du groupe Fleurette signe des actions sociales dans les limites que lui offrent ses concessions et donc par rapport aux populations locales, c'est plutôt à une échelle plus vaste que se situent les actions sociales que mène la Fondation Famille Guettler et sur lesquelles nous nous étendrons à une autre occasion. Pour l'instant, et guidé par l'actualité la plus proche, nous avons choisi de traiter le rapport publié la semaine dernière par l'ONG britannique Global Witness. Le dit rapport accuse la compagnie Neusergy, une filiale du groupe Fleurette, de revendre à l'État congolais à un prix 3 fois plus cher le bloc 14C du littoral atlantique acquis à 500 000 dollars américains. Le gouvernement étant mis en index dans cette affaire, son porte-parole Lambert Mendeo Malanga fixe l'opinion. Sans aller jusqu'à accuser les amis de Global Witness de se développer dans une sorte d'illusion du savoir immédiat, on peut tout de même se poser la question de savoir pourquoi cette tendance à publier des rapports sans se soucier d'aller vers une information officielle, objective. S'ils s'étaient souciés de se renseigner, de consulter la législation congolaise, de se renseigner auprès des officiels congolais, ils auraient appris que, en 2006, un contrat de partage de production avait été signé avec la firme Neusergy pour un bonus de signature de 500 000 dollars américains. Ils auraient appris qu'il n'y avait aucune possibilité légalement d'obtenir un autre prix que celui-là en République démocratique du Congo, parce que les bonus de signature sont réglementés par la loi. Et la loi, c'est maintenant, en 2014, que le Parlement congolais est en train de la revisiter, probablement pour augmenter les taux de ce bonus de signature. Ils auraient également appris qu'en plus du bonus de signature, il y a d'autres redevances qu'à l'instar de toutes les sociétés contractantes avec le gouvernement, Neusergy a acquitté. Et ce n'est pas en centaines de milliers, c'est en millions de dollars. Le fait de passer sous l'ombre ces millions qui ont été acquittés par Neusergy prouve que soit Global Witness n'est pas aussi informé qu'il semble le prétendre, soit qu'il a été informé, mais que par souci de discréditer l'État congolais, ils ont décidé de ne parler que de 500 000 dollars. Je pense que vous, comme journaliste, vous pourrez rechercher quelle est l'explication qui correspond à la réalité du jour. Mais ceci étant, historiquement, lorsque la République démocratique du Congo a conclu cet accord en 2006 et qu'on nous accuse d'avoir cédé à 500 000, je viens de vous prouver que c'était le taux légal, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on ne pouvait pas faire payer plus pour faire plaisir à des ONG internationales, mais qu'économiquement, cela se justifie parce que la RDC était, et d'ailleurs est encore, en matière pétrolière, ce qu'on appelle une nouvelle frontière, c'est-à-dire un pays dont les prospects, c'est-à-dire les réserves, sont inconnus. Si vous entrez aujourd'hui dans le site du ministère des Mines, vous trouverez le contrat CPP de 2006 dont il parle. C'est dans le site du ministère des Mines qu'ils l'ont trouvé. Global Witness prétend nous dire combien nous devons faire acquitter aux gens qui traitent avec nous. Global Witness prétend être au-dessus de la loi congolaise. La loi congolaise dit 500 000 et Global Witness estime qu'il faut aller au-delà de 500 000. À qui devons-nous obéir comme gouvernement? À la loi ou à Global Witness? Sommes-nous un pays colonisé par Global Witness ou un pays régi par la loi? Voilà le problème. Nous ne donnerons un autre taux que lorsque le Parlement va légiférer et nous demandera, en vertu de la loi, de demander plus. L'autre comparaison économique, c'est que en Angola, sur le même site,
l'Angola faisait payer 150 millions. Pourquoi nous, au Congo, nous faisons payer 500 000? D'abord, nous ne sommes pas l'Angola. L'Angola a mis en valeur ses prospects pétroliers depuis l'époque coloniale. Le colonisateur portugais a mis en valeur les prospects pétroliers de l'Angola qui sont mondialement connus. Et donc, lorsque vous avez des prospects mondialement connus, vous pouvez en tirer un prix qui fait que des gens, sachant ce qu'il y a sous la mer, vous donnent un prix correspondant à tous les espoirs qu'ils ont de faire fructifier leur mise. Le colonisateur belge, la Première République, la Deuxième République ne se sont jamais intéressés au pétrole. Donc personne ne sait ce qui se passe sous la mer en République démocratique du Congo. Comment peut-on nous mettre sur le même pied d'égalité que l'Angola? Nous avons hérité d'une nouvelle frontière. Et dans les nouvelles frontières, les prix sont toujours très bas. Parfois, on donne même gratuitement, pourvu qu'on vienne vous éclairer sur ce qu'il y a comme prospect. Et à ce moment-là, vous pouvez augmenter le prix. C'est évidemment une règle économique totalement incontournable. Et donc, nos amis de Global Witness ont tout faux lorsqu'ils viennent ici avec leurs gros sabots, sans savoir quelle est notre histoire pétrolière. Est-ce que nous avons la même histoire pétrolière que l'Angola? Non, madame. Nous ne pouvons pas être comparés à l'Angola, qui a une histoire pétrolière longue de 50 ans, alors que notre histoire pétrolière commence pratiquement avec Joseph Kabila, qui a décidé de voir comment on peut aller au-delà des mines. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'un an après avoir conclu ce contrat avec un privé Nessergi, notre pays, qui était impliqué dans un conflit de frontières avec l'Angola, a souhaité mettre fin à ce conflit. Après tout, nous étions déjà engagés dans un conflit avec deux pays voisins. Est-ce que les Congolais auraient eu intérêt à ce que leur gouvernement les mette dans un troisième conflit avec un troisième pays? Non. Le président Kabila et son gouvernement ont décidé de trouver un arrangement sans violer les intérêts de la République. Nous avons convenu avec les Angolais de confier au comité du plateau continental des Nations Unies, qui est une structure internationale, lourde, lente, mais qui nous permet d'éviter une guerre, d'arbitrer entre l'Angola et nous pour déterminer nos frontières. Mais qu'entre-temps, pour ne pas faire dormir des richesses qui gisent sur cet espace que nous nous disputons avec les Angolais, on a convenu de créer une zone d'intérêt commun que nous exploiterions ensemble commercialement, sans que cela implique des délimitations de frontières. Et donc, chaque pays devait amener sa société nationale pour se répartir avec l'autre la gestion d'un espace commun, et c'est ce qui a entraîné la création de la zone d'intérêt commun, la ZIC, dont nous avons présenté le contenu au Parlement de la législature passée, qu'il a approuvé. Et donc, à partir de là, il devenait important de trouver un espace intéressant en termes de prospect, c'est-à-dire de contenu, des réserves. Nous, en RDC, nous nous sommes trouvés dans la difficulté de ne pas avoir un espace dont nous maîtrisions le contenu à mettre à la disposition de ce projet commun. Alors que, parce que nous n'avons jamais fait des études, ni le colonialiste. Vous savez, les études, c'est des années. Hein. Ce n'est pas dans peu de temps là que nous sommes là qu'on aurait pu mener à bon ces études-là. Et c'est beaucoup d'argent que nous n'avons pas. Donc, personne ne disposait de ces données, sauf dans les rapports de Nessergi, avec qui nous venions de conclure depuis un an. Ils avaient commencé des études qui indiquaient qu'il y avait des réserves importantes. Nous, comme État, nous avons demandé à Nessergi de nous recéder cet espace-là avec les résultats de leurs recherches. Mais ces recherches-là, madame, elles ne sont pas gratuites. C'est Nessergi qui a mis de l'argent pour trouver ces réserves que nous avons décidé de reprendre pour mettre en commun avec l'Angola. Et ces réserves nous permettent d'espérer passer de 25 000 barils de pétrole par jour que nous produisons sur tous nos blocs de l'océan Atlantique aujourd'hui à 150 000 barils par jour. Ce qui nous permet d'espérer entre 1,5 milliard à 3,5 milliards de dollars. Et nous discutons encore avec Nessergi du prix
de cette récupération de nos droits. Il faudra bien sûr leur rembourser leurs 500 000 $ qu'ils avaient payés et les autres millions qu'ils avaient payés, mais aussi le prix de la rénonciation au fruit de leur propre recherche. Ces gens ont mis des millions pour localiser le pétrole que nous allons exploiter, que nous allons amener dans le panier ensemble avec les Angolais. Et donc, admettons qu'ils nous demandent 100 millions, ou 200 millions, ou 150 millions comme Global Witness soupçonne. Quel est le problème? Quel est ce pays qui va hésiter à dépenser 150 millions pour gagner 1 milliard? Vous en connaissez-vous? C'est le pays d'origine de Global Witness qui ne payera pas 150 millions pour en gagner 3 milliards. C'est quoi? Parce que nous sommes noirs, nous n'avons pas le droit de prendre des initiatives de cette nature-là. Voilà tout le problème. Donc ils viennent, ils voient un petit morceau d'histoire, ils se jettent là-dessus comme un chien sur un os et ils se mettent à nous critiquer. Et il y a des gens parmi nous, très faibles, néocolonisés mentalement, qui croient que nous n'avons pas le droit de prendre des initiatives sur nos propres richesses. C'est une initiative qui vaut la peine. Il faut féliciter le président et le gouvernement de récupérer ces espaces, les seuls sur lesquels nous avons maintenant une connaissance grâce aux recherches effectuées par ces gens, et de rémunérer ces recherches-là. Parce que de toute façon, nous aurions dû faire ces recherches par nous-mêmes. Ça nous aurait pris entre 5 et 10 ans avec les petits moyens que nous avons, alors qu'eux ont travaillé avec des satellites, avec des gros moyens. Et nous sommes fort heureux aujourd'hui de mettre à la disposition de la Cohydro, notre entreprise nationale, des moyens qui vont lui permettre de travailler avec son Angole, l'entreprise nationale angolaise, et de ramener vers la RDC, non pas 150 millions, non pas 500 millions, mais des milliards de dollars. C'est ça un État. Et nous ne sommes pas une colonie de Global Witness pour pouvoir aller demander l'autorisation de Global Witness pour consentir un tel investissement, même s'il ne fallait pas racheter ces droits auprès de nos amis de Nessergi. S'il fallait acheter cette terre-là, même 500 millions, nous l'aurions acheté, nous aurions été bien inspirés, alors que l'on cesse de faire passer de bonnes actions pour de mauvaises actions uniquement par souci de critiquer les Congolais. Nous avons décidé de donner mandat à la Cohydro de porter les intérêts de la République démocratique du Congo, parce que la RDC, à travers son gouvernement, n'a pas vocation à aller faire des forages pétroliers. Cohydro est l'instrument du gouvernement congolais. Nous lui avons donné le mandat, nous lui avons donné nos droits, et parce que c'est Cohydro qui peut engager des ingénieurs, qui peut faire former des gens, qui peut entrer en collaboration avec d'autres partenaires pour accroître ses capacités et nous représenter dans cette synergie mutuellement avantageuse pour l'Angola et pour la RDC. Un court instant, je me suis mis à penser que vous alliez me demander de confirmer si M. Dan Gertler n'est pas l'ami du président, comme si être ami du président est un crime dans un pays. Est-ce que le président du pays d'origine du responsable de Global Witness n'a pas d'amis? Est-ce que pour que notre président ait un ami, il faut l'estampille de Global Witness? Il faut qu'ils approuvent que le président ait un ami? Je ne sais pas si Dan Gertler est l'ami du président. C'est possible qu'il soit l'ami du président, ce n'est pas interdit. Je sais que Dan Gertler est un homme d'affaires. Est-ce qu'il est interdit à un homme d'affaires d'avoir des amis? Je sais qu'il concourt avec d'autres hommes d'affaires à la recherche d'opportunités d'investissement. Je sais qu'il a gagné ce marché-là sur la ZIC. Et je sais que sa société a effectué des recherches qui nous intéressent. Non, ces gens veulent nous empêcher d'être indépendants. Qu'ils nous prouvent que l'opération que nous faisons est contraire aux intérêts de la RDC. Nous disons que cette opération est tout à fait conforme aux intérêts de la RDC. Et s'agissant des intérêts de la RDC, entre Global Witness et nous, qui est-ce qui a plus de légitimité? Le président Kabila est l'élu du peuple congolais. Global Witness, je ne connais même pas son animateur. Il n'est même pas congolais en tous les cas. Il n'a aucun mandat, même pas dans son pays. Ce sont des gens qui essayent de valoriser leur expertise en allant fourrer leur nez partout avec des renseignements totalement incomplets. On voit dans le cas ici, ils ignorent même que la société de Dan Gertler a valorisé ce site en nous permettant d'identifier les réserves qui y sont. Et ils connaissent le prix de cette exploration pétrolière. Pourquoi nous empêcher de payer le prix? Pourquoi parler de 500 millions, de 500 000 $ par rapport à 150 millions
en passant sous l'ombre le fait que, entre le moment où ils ont payé 500 000 et le moment où ils négocient avec nous le rachat de leurs droits, ces gens ont valorisé ces sites en mettant à jour les réserves pétrolières. Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est simplement le souci de nous critiquer. Et où est-ce qu'ils ont vu des gens mettre à jour des réserves pétrolières gratuitement, sans mettre des investissements, sans mettre de l'argent, sans louer des satellites? Simplement, vous avez mis des réserves, on vous a vendu 500, quand l'État veut récupérer, il vous donne 500 et puis c'est fini. Parce que vous n'avez rien fait. Ils sont contre l'idée que nous mettions en valeur nos richesses et que nous cessions de dépendre d'eux. Mais je doute fort que ce soit gratuit, que ce soit pour rien qu'ils font cela. Parce que chaque fois que quelque chose peut nous profiter, ces messieurs montent sur leurs grands chevaux pour nous ligoter. Nous ne nous laisserons plus faire. Et nous sommes en train de négocier avec Nessergi. Et nous sommes étonnés qu'une négociation qui n'a pas encore abouti, on nous lance des chiffres à la face. Les 150 millions, ils sortent d'où? Parce que nous n'avons pas encore fini la négociation. Alors ils ont payé ça où? À qui? Parce qu'on n'a pas encore déterminé ce prix. C'est clair qu'ils mentent. Parce qu'une négociation qui n'a pas encore pris fin, on ne peut pas donner des chiffres. On ne peut donner des chiffres que sur quelque chose qui a été négocié, conclu, acté et qui a été payé. Or, nous en sommes encore à la phase de négociation et nous constatons que ces gens ont mis en valeur ces prospects et que cela a un prix. C'est ce prix que nous sommes en train de fixer. Maintenant que l'accord pour l'exploitation de la zone d'intérêt commun, la ZIC, entre la RDC et l'Angola est en cours de négociation, la Nessergi accepte de céder ce droit, mais cela a un prix. Ce dont il s'agit ici, c'est le bloc 14 qui appartient à Nessergi. 95% de droits appartenaient à Nessergi, qui est une entité du groupe Fleurette, et 5% à Cohydro. Quand on vient voir la réalité, c'est que le bloc 14 était préalablement attribué à Nessergi. Et l'Angola a dit, moi je ne peux pas travailler avec une société privée. Il faut que le Congo me présente une société nationale. Donc vous comprenez qu'il revenait maintenant pour la RDC de venir s'adresser à Nessergi pour que Nessergi lui cède ses droits. Mais dans le monde des affaires, vous comprenez que cela devait avoir un prix. On demande à Nessergi de renoncer à ce droit. Ce droit de renonciation doit avoir un prix. Nessergi qui a payé le bonus de signature à 500 000, qui a dû payer d'autres frais connexes qui sont payés régulièrement pendant 4 ans. On a dû payer les frais de formation de 300 000 chaque année. On a dû payer les droits superficiaires. En 2012, on a payé 2 500 000. Donc vous arrivez à un total d'à peu près 6 millions de dollars que Nessergi a payé, a déjà investi sur le bloc. Maintenant, on lui demande de renoncer à ses droits. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il prend ce qu'il a déjà engagé, il voit ce qu'il devait gagner, parce que c'est comme ça qu'on n'achète pas une affaire pour rien. Qu'est-ce que je vais gagner? Alors, il dit aux personnes qui veulent acheter, dit, moi, je devais gagner ceci, d'après mes études. Bon, négocions. Il met le prix, on négocie le prix et on paye. Quand cela est fait, le paiement, même si le paiement doit être effectué, mais les droits, le transfert n'a pas encore eu lieu de Nessergi vers Cohydro. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut qu'un nouveau contrat de partage et de production soit signé entre Cohydro et Sonangol, entre la RDC et l'Angola. C'est ça la condition pour qu'il y ait le transfert définitif. La cession définitive des droits de Nessergi vers Cohydro ne peut intervenir que lorsque les deux pays ont signé un nouveau CPP, un nouveau contrat de production, de partage et de production. C'est ça les accords. Et les négociations sont en cours. Qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, on a découvert dans le bloc 14 un gisement important, un nouveau domaine qu'on appelle Menongué. Et ce domaine a à peu près, je ne sais pas si c'est 300 millions de barils qu'on va trouver. Lorsque vous multipliez ça aujourd'hui, vous pouvez imaginer l'argent qui va sortir de là. Et lorsque les deux sociétés, Sonangol et Cohydro, vont se mettre à exploiter cette zone d'intérêt commun, la République démocratique du Congo va avoir plusieurs milliards de dollars. La République d'Angola va avoir plusieurs milliards de dollars.
sans compter de nouveaux prospects qu'ils peuvent trouver entre-temps. Ils peuvent trouver de nouveaux gisements en cours d'exploitation. Parce que dans le domaine pétrolier, les experts vous le diront, c'est toujours comme ça que cela se passe. Donc vous comprenez que c'est une affaire que Global Witness, n'ayant pas tous les tenants et les aboutissants, essaie de présenter à l'opinion comme étant quelque chose, un contrat mal négocié par la République démocratique du Congo, alors qu'il s'agit tout simplement d'une grosse affaire qui va rapporter énormément à la RDC si ce contrat est conclu entre Sonangol et Cohydro et qu'ils mettent ensemble l'exploitation. Parce qu'entre-temps, l'Angola, dans cette partie du bloc 14, l'Angola avait déjà fait des prospections. Les réserves sont connues. C'est des réserves importantes. Donc, je crois que d'ici quelques années, c'est Nessergi qui va se mettre à pleurer pour dire « mais pourquoi est-ce que j'ai vendu à ce prix-là » Lorsque des milliards vont commencer, lorsque Sonangol et Cohydro vont commencer à se partager de milliards, et ce ne sera pas moins de 300 milliards de dollars. Ça ne sera pas moins de cela. Au fil des années, parce que les experts pensent que la production de la zone d'intérêt commun, ça va arriver jusqu'en 2030. C'est des éléments que le peuple congolais devait savoir, parce qu'ils sont toujours trompés par les ONG internationales. Ce sont des ONG qui ont des agendas cachés, ils ont des problèmes, ils sont financés par des multinationales, et ces multinationales qui sont derrière, qui savent, qui regardent ce qui va se passer, il y a toute la jalousie entre-temps, et on dit, on prend un petit fait, on le met en épingle, et on raconte des choses. Alors nous disons ceci, Dan Gertler est un investisseur sérieux, il est pour le long terme en République démocratique du Congo, à travers tous les projets qu'il a, qui sont déjà en activité. Il y en a qui sont en phase exploratoire, notamment du côté de Graben-Albertine, du côté de Walta dans l'Or. C'est des explorations qui sont en train de se faire. La question est si intéressante qu'elle mérite d'être suivie. Merci de votre fidélité, surtout de votre attention. Nous vous recommandons la même attention au prochain numéro de cette émission. Regard sur la Fondation Famille Gettler. Au revoir.